Ben, pas vraiment, parce qu'il faut d'abord voir ce qu'on entend par politique. Et souvent, c'est vrai qu'on parle de politique institutionnelle. Et là, moi, ce qui m'a frappé quand je discute avec des jeunes activistes progressistes, c'est que le rapport à la démocratie est très fort. Et par contre, il y a en même temps une méfiance face à la politique institutionnelle, ce qui est tout à fait cohérent. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire que les jeunes sont peu mobilisés selon les critères classiques, traditionnels, parce qu'on a tendance à voir uniquement avec la lorgnette de la politique institutionnelle, des manifestations. Et là, bien sûr, il y a des manifestations régulièrement, des étudiants, des lycéens, d'autres mouvements de jeunes. Les jeunes sont aussi très mobilisés dans les mouvements qui ne sont pas spécialement des mouvements de jeunes. Je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes qui mobilise beaucoup de jeunes actuellement en France. Et puis par ailleurs, la plupart des jeunes sont mobilisés loin des projecteurs médiatiques, je dirais loin de la presse et du regard des politologues, dans des mouvements qui sont davantage axés sur la vie quotidienne, par exemple autour de l'alimentation, de la convivialité, tous ces mouvements autour de la bicyclette en ville par exemple, les AMAP, mais aussi les mouvements végétariens, et donc tous ces aspects de la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne, ça permet finalement de poser des actes assez concrets, des actes qui sont profondément politiques, mais pas dans la politique institutionnelle. Et donc je crois que là, ce qui me paraît intéressant, c'est vraiment cette rupture, ce questionnement de la séparation entre un espace public et un espace qui serait privé, et donc la volonté de poser des actes concrets et politiques dans la vie tout à fait quotidienne, comme la relation à l'autre, à son voisin, dans les relations plus conviviales, pour reprendre le terme de Ivan Illich, ou alors l'alimentation. Et puis aussi, c'est l'idée qu'en changeant des aspects de sa vie très quotidienne, on a un impact sur des enjeux globaux. L'environnement, le réchauffement climatique par exemple, où quand même 19% vient du secteur de l'alimentation, mais aussi ce qui peut se passer à l'autre bout de la planète. Et donc ce lien entre le concret et le quotidien permet aussi peut-être de poser des actes qui sont davantage en cohérence avec les valeurs qu'ils défendent. Et cette cohérence entre les pratiques et les valeurs, ça m'est apparu comme tout à fait central pour ces jeunes activistes progressistes. C'est central à la fois dans la manière de se percevoir eux-mêmes, de se construire eux-mêmes, et puis aussi dans leur engagement. Et donc ce qu'ils veulent avant tout, c'est être cohérents. Et donc ils sont lucides, comme le souligne bien par exemple Cécile Van de Velde. Ils sont lucides, ils savent qu'ils ne vont pas changer le monde comme ça. Mais en même temps, ils disent, au moins en posant ce geste, en achetant des légumes locaux et de saison par exemple, je ne contribue pas à alimenter la machine de la société de consommation. Ou alors une autre on expliquait, il s'agit pour moi moins de changer le monde, je sais que je n'y arriverai pas forcément, mais au moins j'essaye de sauver ma conscience et de pouvoir m'endormir le soir en pensant que je ne participe pas à cette catastrophe environnementale. Et donc je crois qu'il y a beaucoup d'engagement des jeunes, mais pas forcément là où on a tendance à les chercher. Et beaucoup d'engagements dans la vie quotidienne qui sont intéressants, qui sont importants pour la construction de soi de ces jeunes, mais qui sont aussi évidemment problématiques. Est-ce qu'on peut vraiment changer le monde uniquement en multipliant les petits engagements, souvent micro-locaux? Peut-être pas. Et la politique institutionnelle n'a quand même pas perdu tout son rôle là-dedans. Et d'autant plus que ces jeunes sont aussi très mobilisés par rapport à une valeur forte qui serait celle de la démocratie. Et donc là, on voit comment ils revisitent la démocratie, un peu comme chaque génération. Hein, chaque génération prétend réinventer la démocratie, et ils le font toujours en partie. Et c'est vrai qu'ici, il y a une grande exigence de démocratie, avec on l'a vu avec les alignés, mais aussi avec beaucoup d'autres mouvements. Une démocratie qui est multiple, qui ne s'arrête pas à la démocratie institutionnelle. Une démocratie aussi qui se veut très éthique, qui se veut très participative, et donc qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Quand on achète des aliments, ça fait partie de la démocratie pour eux, on pose un choix. On est acteur de sa vie et de son monde, ce ne sont pas deux choses séparées. Et puis évidemment aussi, il y a alors toute l'articulation entre des groupes qui peuvent décider localement de certaines choses directement, mais en même temps, on ne peut pas forcément appliquer ce modèle à une échelle plus vaste. Et donc là, on voit en même temps, je crois, tout l'intérêt, tout l'enjeu, des enjeux qui sont importants dans ces mouvements de jeunes militants, souvent très investis au niveau local, et en même temps aussi parfois la limite de ce modèle qui ne peut pas changer le monde, en tout cas pas à lui tout seul. D'abord, pas partout. Certainement, la crise n'affecte pas tous les jeunes activistes progressistes. Par exemple, j'étais
au Brésil et en Russie il y a quelques mois. Et là, dans ces deux endroits, les jeunes, quand je leur parle de la crise, me disent non, ça ne nous concerne pas du tout, il n'y a aucun problème pour nous pour trouver un emploi. Et c'était même le cas des anarchistes à Moscou qui trouvent un emploi assez confortable en général à Moscou. Et donc là, il faut relativiser la crise et l'impact qu'elle peut avoir sur tous ces mouvements des places, mouvements post-2011, mouvements des alignés. Ils ne sont pas tous victimes de la crise. Par contre, évidemment, en Europe, c'est un peu différent. Et là, ce qui moi, m'est paru très intéressant, c'est non seulement la crise, mais aussi le rapport à la crise, et puis peut-être au-delà de la crise. D'abord, la crise qui est perçue comme pas nouvelle. Ces jeunes militants progressistes me disent, par exemple, un militant de Occupy à Londres, m'explique, mais moi, en fait, depuis que je suis tout petit, c'est la crise. Et donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas à partir de 2007-2008 que je suis affecté par le néolibéralisme. Ces politiques-là ont existé bien avant. Quand j'étais à l'école, c'était déjà très palpable. Et donc la crise n'est pas neuve, et peut-être ce qui est peut-être différent, c'est le rapport à la crise, c'est-à-dire qu'après la crise, on va retrouver une période de croissance où tout ira bien de nouveau, et donc la crise est passagère. Beaucoup me disent qu'au contraire, ils ne croient plus du tout à un retour à quelque chose de beaucoup mieux, à un modèle classique, une nouvelle 30 glorieuse. On le voit notamment dans le sondage, quand 47% des jeunes ne pensent pas que leur avenir sera meilleur que la vie de leurs parents. Bon, il y a certainement cette composante-là, une composante de la crise qui est là pour durer, probablement en Europe, et donc en même temps un autre rapport à tout l'imaginaire moderne qui faisait que chaque génération allait mieux, et ici tout d'un coup cette idée de progrès est remise en cause. Et puis par ailleurs aussi, ce qui m'a beaucoup surpris, notamment dans les mouvements des alignés, c'est que ce qu'ils me disent, c'est qu'on est moins mobilisé par rapport à la crise. Ce qui nous indigne, c'est moins la crise que la crise économique, que la crise de la démocratie. Le fait que le gouvernement ne fait pas attention à ce que dit la population, ne prend pas en compte nos idées, que c'est une démocratie vide, comme ils ont dit, hein, où le Parlement ne décide pas vraiment des grands sujets, notamment en matière de politique économique. Et donc, ici, on retrouve vraiment une idée d'une génération démocratie, peut-être, où ce qui les révolte, c'est comme beaucoup cette idée de démocratie, ce qu'est devenu la démocratie, dans laquelle on ne discute pas forcément des politiques économiques, dans laquelle les grandes questions ne sont pas forcément abordées par les parlementaires, et au contraire, on voit une grande aspiration à ces démocraties, dans les instances locales, dans différents endroits. Et je dirais peut-être que cette aspiration à la démocratie est particulièrement forte aujourd'hui, et qu'elle explique en partie ces mouvements. C'est-à-dire que s'il y a ces mobilisations autour de la démocratie, c'est sans doute moins parce que la démocratie d'aujourd'hui est moins opérationnelle qu'il y avait en 30 ans, qu'elle est moins solide. Au contraire, la situation a l'air d'aller plutôt mieux à certains aspects, à certains égards. Mais l'aspiration de ces jeunes est beaucoup plus forte. Ça se voit particulièrement dans des pays comme l'Espagne ou le Brésil. On ne peut pas dire qu'il y a 30 ou 40 ans, la démocratie en Espagne était meilleure qu'aujourd'hui. Au Brésil, certainement pas. Mais par contre, ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement le succès de ces années de démocratie, c'est que la nouvelle génération veut plus de démocratie. Puis, comme je disais, quand toutes les générations ils veulent réinventer la démocratie, la renforcer, l'adapter à l'époque d'aujourd'hui, où les enjeux sont économiques parfois globaux, où les enjeux sont aussi dans notre assiette, dans l'alimentation, sont aussi dans notre rapport à l'autre, et puis dans ce rapport au monde finalement. Par rapport au sondage, je pense qu'il faut d'abord prendre à certains égards, le prendre avec des pincettes, puisque tous les jeunes n'ont pas forcément répondu. Et en l'occurrence, on voit dans des enquêtes, mais aussi des enquêtes d'opinion ou dans des dernières élections, qu'une partie de ces jeunes votent aussi FN. Et donc clairement, là, il y a un repli sur soi. En tout cas, c'est une génération aussi où le vote FN est bien plus important que lors de générations précédentes. Et en même temps, et ça peut paraître un peu paradoxal, à l'autre bout, pour ces jeunes activistes progressistes que j'étudie, on voit en fait un cosmopolitisme qui est très important, une génération de solidarité internationale très forte. Et peut-être, de manière tout à fait surprenante pour moi en tout cas, ce qui est le plus changé par rapport à la génération précédente, ce serait le rapport à l'Europe. L'Europe qui, auparavant, était perçue comme l'avenir. L'Europe, c'était des progrès sociaux qui avaient été rencontrés grâce à l'Europe, c'était aussi un premier pas pour aller vers le monde. Et donc on parlait d'Europe cosmopolite avec Ulrich Beck, Habermas ou d'autres. Et donc en étant européen, on devenait citoyen du monde.
Aujourd'hui, ça a beaucoup changé pour ces jeunes progressistes. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est que l'Europe, c'est le marchepied du néolibéralisme. Eux disent que toutes les mesures qu'ils ont vues sont néolibérales. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, c'est leur représentation. Ensuite, l'Europe, pour eux, c'est aussi maintenant la crise, et donc c'est moins l'avenir qu'un continent qui est peut-être en déclin, et donc peut-être moins le futur que un projet passé. Et puis aussi, l'Europe, c'est l'Europe forteresse. L'Europe qui empêche les migrants de passer, avec les drames qu'on voit autour de Lampedusa en Italie. Et donc, il y a là, quelque part, alors que l'Europe était la première marche pour aller vers le monde, pour devenir citoyen du monde, aujourd'hui, c'est aussi une Europe qui est une barrière pour beaucoup de ces jeunes activistes progressistes. Et donc, une phrase très forte, par exemple, comme disait une indignée à Paris, c'était « Pourquoi devrais-je être plus solidaire avec les Danois qu'avec les Sénégalais ?» Et en effet, on voit bien là, pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'Europe soit l'espace de la solidarité, et pourquoi ce ne serait pas le monde. Et donc ça m'a paru très fort, cet élan vers le monde, et donc alors que l'Europe le permettait, était l'instrument qui permettait de le réaliser, elle peut aujourd'hui, et elle est souvent perçue comme un frein à cet élan plus cosmopolite. Certainement, et bien plus fort qu'en France finalement, hein, dans la plupart des cas. On voit qu'en France, il y avait quand même encore avant les élections présidentielles, quand il y avait ces mouvements en 2011-2012, il y avait quand même encore un intérêt pour une alternative, y compris politique. C'était nettement moins le cas ailleurs. Les mouvements, par exemple, les indignés en Espagne, c'était juste avant les élections en Espagne où ils disaient c'est une démocratie sans choix. Les deux grands partis ont à peu près les mêmes politiques. On retrouve exactement la même chose pour le mouvement Occupy à New York. L'idée, c'est que les deux grands partis, finalement, défendent le 1% les plus riches, en l'occurrence la finance. On ne peut pas dire que, si on voit les choix d'Obama sur la finance, sur la régulation de Wall Street, on ne peut pas dire que les alignés avaient tort. Et donc là, il y a une défiance qui est faite face à la classe politique, qui est en fait aussi de la collusion entre les élites politiques, économiques et médiatiques. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de la plupart de ces mouvements des places un peu partout dans le monde. Et on le voit très fortement, évidemment, aux États-Unis, où ce 1% les plus riches a beaucoup de poids sur la classe politique, mais aussi sur les médias. On le voit beaucoup plus fortement encore au Mexique, par exemple. C'est très symbolique que le mouvement, l'équivalent de Occupy, des alignés là-bas, qui était un mouvement étudiant, allait manifester directement non pas vers le palais présidentiel, mais vers le siège des principales chaînes de télévision. On le voit au Brésil, où récemment, ce qui est remis en cause beaucoup, c'est le réseau d'information Globo, qui est aussi associé à des acteurs politiques. On le voit aussi, cette collusion à un autre niveau, la collusion entre les élites politiques et les élites économiques, c'est aussi ce qui a révolté les Islandais. On voyait beaucoup dans certaines familles un frère qui était à la tête d'une banque et l'autre frère qui était au gouvernement. C'est aussi ce qu'on voit en Tunisie, la famille Ben Ali qui contrôle l'économie et la politique. Et puis évidemment, les médias en Russie, c'est très important. On vient de voir maintenant, il y a cette semaine-ci, un proche allié de Poutine vient de racheter le Facebook russe. Et donc on voit comment cette collusion entre le pouvoir de l'information, les médias et les élites politiques et puis les élites économiques est très forte. Et donc c'est là qu'il y a une méfiance qui s'est installée. Une méfiance qui est aussi quelque part le propre de la jeunesse, et je dirais encore plus de cet âge adulte émergent, de l'adolescence, des jeunes qui ne sont pas encore socialisés comme des adultes et qui ne sont plus non plus des lycéens. Et donc là, évidemment, il y a une autre socialisation, d'une grande méfiance face à des socialisations trop fortes, contraignantes. Il y a aussi une méfiance face à tout ce qui est toute la délégation. Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse finalement être maître de sa vie, de son engagement, de ses idées, et ils ne vont pas trop s'engager dans des organisations, certainement pas dans les partis politiques. Il y a une volonté d'une démocratie beaucoup plus directe, qui est très intéressante, et qui est certainement, sans aucun doute, une pièce du puzzle pour une démocratie plus forte, mais qui en même temps n'est qu'une pièce. Est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut organiser la société uniquement à partir d'une démocratie directe? Pas forcément. Et c'est là aussi que ça m'a paru intéressant, ce rapport à la politique institutionnelle dans les mouvements plus récents. Donc après 2011, peut-être en 2012-2013, il me semble qu'il y a il y a toujours une méfiance face à la politique institutionnelle, mais moins un rejet. Par exemple, au Brésil, ça m'a paru très fort, avec deux idées fortes là, sur la démocratie. Premièrement, un jeune Brésilien qui m'explique, avant les manifestations, me dit-il, pour moi la politique c'était les sénateurs qui se battaient à la télévision. Quelque
chose assez éloigné, extérieur, je ne m'en occupe pas et je veux le voir le moins possible, il n'y a rien à espérer de là. Il me dit, maintenant, la démocratie, c'est moi aussi, je sais que ce sont les gens qui vont dans les rues, même le prix des bus dépend de tout ça, notre vie quotidienne en dépend, mais aussi, les politiciens ne sont rien d'autre que ce qu'en font les citoyens. Et donc il faut, les politiciens sont nécessaires, me dit-il, mais sous contrôle des citoyens. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une espèce de monitoring, de supervision des citoyens, et c'est ça qui va permettre d'améliorer les choses, parce que sans cela, les politiciens vont continuer à faire ce qu'ils font. Et dans un cas tout à fait extrême, on retrouve ça même en Russie, par exemple, où les acteurs me disent, mais finalement, les citoyens se plaignent beaucoup des exactions de la police, etc., mais nous sommes tous responsables. C'est parce que les citoyens ne sont pas suffisamment vigilants par rapport à la police. Si on commence à contrôler les policiers, ils ne vont plus pouvoir faire tout ça. Et donc les citoyens ont une responsabilité. C'est ça qui me paraît tellement fort. Donc c'est l'idée que d'une combinaison entre une démocratie institutionnelle, quelque part, qui sont quand même nécessaires, et en même temps une implication des citoyens qui sont responsables de cette démocratie institutionnelle. Et on ne peut pas se contenter de ne rien faire et puis de se plaindre ensuite que la démocratie institutionnelle ne fonctionne pas très bien. Oui, je pense tout à fait, c'est très concret, très pratique, mais là je pense qu'il faut remettre cette question en perspective avec une autre question qui est de dire finalement est-ce qu'ils ne sont pas que dans la critique, est-ce qu'il y a des solutions pratiques d'un côté, et de l'autre côté on dit mais on ne les voit plus. Et donc justement, c'est parce que les journalistes, les politologues, beaucoup de sociologues ont tendance à voir plutôt ce qui est dans la contestation, la critique, et donc qui devient très vite médiatique. Alors qu'en fait, au-delà des alignés, au-delà de ces mouvements Occupy, qu'est-ce qui s'est passé après? Où sont-ils aujourd'hui? Certains, bien sûr, sont rentrés chez eux et ont à peu près continué leur vie en ayant une expérience intéressante. C'est déjà pas mal. Mais la plupart d'entre eux, beaucoup sont restés investis, sont restés mobilisés sur des solutions beaucoup plus concrètes et la plupart du temps beaucoup plus locales. Et donc on voit par exemple très clairement en Espagne, où certains sont investis dans des coopératives, parfois ils ont dans des jardins partagés, le troc, on voit toute une série d'organisations citoyennes qui sont très petites. Et donc les politologues ils ne voient pas ça dans les journaux et donc ont l'impression que c'est terminé. On le voit aussi ici en France. C'est évident qu'il y a un lien entre le regain d'intérêt pour les AMAP notamment, qui nourrissent quand même des centaines de milliers de Français tous les jours, ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc, il y a un lien entre tout ça et les altermondialistes, mais aussi les alignés, qui ont essayé de trouver des solutions assez directes et locales. Et donc, oui, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en œuvre localement, qui sont importantes. D'abord parce que ça améliore la qualité de vie des gens. C'est quand même un rôle essentiel des mouvements sociaux. Il ne s'agit pas toujours des grandes révolutions du grand soir. Améliorer la qualité de vie des gens, c'est une chose essentielle pour les mouvements sociaux. Mais au-delà de ça, ça propose aussi des interrogations politiques. C'est à partir de l'alimentation, à partir des gestes très concrets et quotidiens, il peut y avoir un autre rapport à la politique agricole commune, à l'Union européenne, à la mondialisation, à la politique institutionnelle finalement. Et donc là, encore une fois, on retourne dans la vie quotidienne, parfois de manière sur des propositions concrètes, sur des actes concrets, parfois de manière plus conflictuelle. On voit par exemple les mobilisations très importantes aux États-Unis, en Espagne, contre les gens qui sont expulsés de leur logement, où d'autres voisins se mobilisent pour empêcher les expulsions. On voit d'autres alternatives concrètes, par exemple mises en œuvre autour de Occupy, qui est de racheter les crédits. C'est-à-dire que les crédits sont dévalués par les banques, puisque la banque sait qu'elle ne va pas récupérer tout son crédit, et donc il suffit de mettre 5 ou 10% de la valeur initiale du crédit pour le racheter. En général, ce qui se passe, c'est que ce sont des spéculateurs qui le rachètent, et ensuite ils vont essayer de récupérer bien plus que ça face aux personnes endettées qui ont déjà perdu leur maison, ou qui y sont encore. Et donc ici, il y a tout un mouvement de Occupy, associé à des églises, associé à des fondations, qui rachètent ces crédits, et permettent donc aux gens de rester dans les maisons. Donc ils rachètent 5% du crédit, collectivement, et donc voilà, c'est une solution qui est très concrète, qui bien sûr n'a pas un impact politique dans la politique institutionnelle directement, mais qui finalement conduit à s'interroger sur qu'est-ce que la dette, comment s'organise le système financier. Et donc là, je crois que c'est vraiment intéressant de voir ce lien entre la vie quotidienne, entre le concret, des choses très terre-à-terre finalement, et aussi alors qui nous amène à une interrogation sur le système politique. Donc ces alternatives mises en œuvre, il faut les voir à ces deux niveaux-là. Au niveau de l'amélioration très concrète de la vie quotidienne des gens, et aussi de l'idée qu'on peut être acteur de sa vie et de son monde, donc au niveau local, mais aussi toute l'interrogation qu'ils
comment est-ce qu'ils ouvrent une porte aux questions sur le système, comment fonctionne-t-il? Est-ce que c'est normal qu'un % des plus riches concentrent autant de richesses? Est-ce que c'est normal qu'autant soient endettés? Et donc, à partir d'actes très concrets, très quotidiens, on arrive vite à des questions globales dans l'économie, la politique ou dans d'autres domaines.